La vengeance de Volundre. Il était une fois trois frères. Les rois, fils d'un roi finnois. Dans un souci d'indépendance, ces princes avaient quitté leur père d'un beau jour et s'étaient établis dans les vallées du gîte de Lougri, à la pointe d'un lac. Les trois hommes étaient d'excellents chasseurs et des pêcheurs hors pair. Ils savaient prédire le temps et conduire leur barque sur les mers la plus agitée. L'un d'eux, nommé Volundre, était le seigneur des elfes. Volundre était aussi un orfèvre sans pareil, et les bijoux qu'il confectionnait brillaient comme les étoiles. Un matin, de bonne heure, trois Valkyries se présentèrent chez eux. L'une se nommait le Cygne Blanc, l'autre très sage, et la dernière, Regard enchanté. Harassées par un long voyage, elles demandèrent l'hospitalité aux trois frères. Ces dernières acceptèrent, d'autant plus volontiers que les Valkyries étaient d'une extraordinaire beauté. L'histoire raconte qu'ils se plurent tant qu'ils se marièrent aussitôt. 7 hivers durant, les trois couples vécurent heureux dans une jolie maison au bord du lac. Les Valkyries cuisinièrent des galettes, leur époux chassait et ou pêchait. C'était l'image même du bonheur et de la sérénité. Ce pourquoi il fallait bon vivre. Cependant, lorsque le 8e hiver fut venu, les Valkyries se lassèrent et gagnèrent par leur tristesse les galettes, les parties de pêche, chaque jour identique au précédent. À l'approche du 9e hiver, elles quittèrent la maison au bord du lac. En revenant de la chasse qui les avait tenus éloignés quelques jours, les trois frères trouvèrent leur maison vide. Ils cherchèrent en vain leurs épouses et, terrassés de douleur, finirent par se rendre à la tristesse évidente. Les frères de Volnur décidèrent de partir à la recherche des Valkyries, qui au nord, qui au sud, tandis que celui-ci qui surveillait la maison, qui sait, peut-être reviendrait-elle, restait seul. Volnur se mirent à confectionner des bijoux qu'ils comptaient offrir à leurs femmes et à ses belles sœurs, si elles rentraient un jour. Ils travaillaient sans relâche pour tromper l'ennui. Chaque jour, il terminait son travail en fabriquant un anneau d'or rouge qu'il accrochait à un feston suspendu dans un coin de la maison. Les anneaux rouges portent bonheur, répétait-il chaque soir. Les saisons passèrent, personne ne revenait. À la même époque, régnait en Suède le roi Nidude. Il était le père de deux fils disputés ce sceau, et d'une fille plutôt mignonne. À cela, fait qu'on l'a surnommée, pas pour rien, la Bolvide aux grands pieds. Le roi, qui habitait près de la vallée du Lougri, avait entendu parler du talent d'orfèvre de Volnur. Or, ce roi, qui était avide de richesses et dépourvu de tout scrupule, caressait le sombre projet d'emprisonner Volnur et de s'emparer de sa fortune. Et une nuit, Nilud envoya ses soldats en reconnaissance dans la vallée du Lougri. Il voulait s'assurer que le talent de Volnur était bien à la hauteur de sa réputation. Les envoyés possédaient tous un objet magique fabriqué par un nain, une patte de lapin qui permettait de progresser dans le moindre bruit. Ainsi, Volnur n'entendait rien, ni le martèlement des sabots, des chevaux et des pas militaires, et pas davantage du claquement des épées sur leur puissante cuirasse. Les soldats entrèrent dans sa demeure, tandis que l'orfèvre dormait profondément, et virent, raccrochés au feston, les anneaux d'or rouge. Ils en comptèrent 700, car 700 aubes s'étaient levées depuis le départ des Valkyries. Mais ils n'en rapportèrent qu'un seul au roi. Les soldats avaient choisi un anneau qui brillait plus que les autres. Nidud apprécia la qualité du travail, mais ô combien il aurait estimé davantage s'ils avaient su qu'ils étaient magiques. Au lever du jour, Volnur remarqua que l'anneau avait disparu. Il crut que son épouse était revenue et l'avait pris discrètement. Comme il n'avait personne dans la maison, il se dirigea vers le lac où les Valkyries aimaient se baigner. Mais rien ne troublait les eaux tranquilles. Soudain, l'orfèvre entendit quelqu'un l'appeler. C'était Nidud qui sortait de la forêt avec son armée.
Le roi cria à Volnur. Comment se fait-il que tu disposes autant d'or alors que ce royaume, ce métal m'appartient qu'à moi? L'or, je le trouve ici, le long des sentiers, répondit avidement l'orfèvre. D'où te viennent ces richesses? Reprit le roi impatient. Je n'ai plus de richesses depuis que ma femme a quitté ma demeure. Quand nous nous baignions ensemble dans le lac, alors j'étais le plus riche des elfes, répondit-il tristement. Ni l'une n'aimait pas les balafres ni les longs discours. Il fut enchaîné Volnur et le traîna derrière un cheval jusqu'à une sombre dépendance de son chapeau. Puis il donna l'anneau magique à la fille de Bolvin en grand pied, qui ne se sentit plus de joie. Le roi se félicitait du bonheur qu'il venait de procurer à sa fille, quand la reine s'approcha de son mari, perfide lui murmura « Nidune, roi aux armées puissantes, méfie-toi de Volnur. Il vient de la vallée du loup gris, et je connais la méchanceté des elfes. Regarde comme il serre les dents à la vue de la dague qui est au doigt de ta fille, Volvin. Son visage exprime la haine. Son regard est tranchant comme une serpe. Il ne pense qu'à s'enfuir. Que me conseilles-tu alors, femme? Parle sans plus attendre. Fais-lui couper les tendons de ses jambes de manière à ce qu'il ne puisse plus marcher. Mets-le ensuite dans un atelier qui ordonne de lui forger des épées invincibles et de rares bijoux. Homme sans femme est comme taureau sans corne, disaient les Vikings. Le roi était fort, mais c'était la reine qu'il fallait craindre. On lui coupe les tendons et les jambes et qu'on l'exile sur l'île de Savadentad, commanda le roi. Ainsi fut-il fait. On enfonça dans ses jambes de Volnur des couteaux rougis par le feu. Une forge fut construite sur l'île de Svadendam, située non loin du château. Volnur y travailla sans relâche, fabriqua les plus belles pièces d'orfèvrerie. Dans cette retraite laborieuse, personne ne lui rendait jamais visite, hormis le roi, qui, régulièrement, venait prendre les anneaux, les épées, les casques que l'elfe avait fabriqués. Le silence qui enveloppait l'île n'était brisé que par le bruit du marteau sur l'enclume, le crépitement du feu dans la fournaise et les plaintes de Volnur, que ses jambes le faisaient toujours souffrir. Mais le roi Nidur ignorait que l'artisan forgeait sa vengeance avec les pièces d'orfèvrerie. Gonflé de haine, Volnur activait sa forge. Ce jour-là, il songeait à l'anneau magique destiné à son épouse, et que, pour comble du malheur, Volvin portait au doigt. Peu avant l'aurore, les deux fils et le roi Nidur se présentèrent à la porte. Ils exigèrent que Volnur leur demeure la clé d'un gros coffre qui se trouvait au fond de l'atelier. Tu as certainement caché d'autres richesses, voleur, l'accusèrent injustement le jeune prince. Ce coffre que Volnur avait fabriqué était fermé par un mécanisme extrêmement compliqué, pour lequel il n'existait qu'une seule clé. Mais le coffre avait surtout une fabuleuse particularité. Celui qui l'ouvrait y découvrait l'objet qui disait le plus au monde. Volnur ouvrit le coffre, et les fils de Nidur virent les pénéloques d'or massif, d'émeraude et de rubis. Ils restèrent sans voix, envoûtés par cette vision. Comme la quantité d'objets qu'ils venaient d'emporter était trop importante pour le frêle embarcation avec laquelle ils étaient arrivés sur l'île, ils décidèrent de revenir plus tard, mais sur un bateau plus grand. Ne dites rien à votre père, les avertit Volnur, car il serait fâché de savoir que vous lui preniez ses richesses. Les deux princes acquiescèrent. Le lendemain, à l'aube, ils retournèrent chez Volnur et leur tendit la clé du coffre en disant « J'y ai ajouté quelques objets, bon prince. Jetez-y donc un coup d'œil, vous m'en direz les nouvelles. » Les princes ouvrirent le coffre. Dès qu'ils se penchèrent, leur frère empoigna une lourde épée et leur trancha la tête. Avec le sang des pinces, il prépara en vin de très doux qu'il versa dans 2 outres confectionnées avec leur peau. Ensuite, après avoir laissé sécher les chairs, il les apprêta avec une épice parfumée. Il les comptait offrir le nectar et la viande au roi Nidur, qui était très glouton.
Puis il coupa les cheveux des princes qu'il tissa. Il en fit une doublure pour l'hermine et la reine. Il comptait aussi lui offrir 2 magnifiques coupes enduites d'argent vif, incrustées de perles et de morceaux d'ambre, qui n'étaient d'autres que les crânes de ses enfants. Leurs yeux seraient des gemmes d'un collier, et leurs dents une excellente broche destinée à ternir sa coiffure. Volnur disposa de ces trésors dans une boîte qu'il scilla à l'aide d'un splendide ruban. Quand Nudud vint chercher sa production de la semaine, il lui tendit la boîte. Le roi, agréablement surpris, le remercia vivement pour ce présent aussi originaux qu'inattendu. Il reprit la mer et le rentra dans son château. L'orfèvre s'était vengé, mais il devait encore recouvrer sa liberté. Il prononça une parole magique et tout là-bas, au château de Nidul, l'anneau enchanté que lui portait se rompit. Comme elle craignait que son père ne lui reproche, la fille alla trouver Volnur dans la forge en secret et lui demanda de le réparer. « J'arrangerai ton anneau, dit-il à la jeune fille, et mon travail sera si parfait qu'il te paraîtra encore plus resplendissant qu'avant. » Puis, Volnur lui servit de la bière en abondance, et Bolvin, peu habitué à l'alcool, s'endormit. Il lui prit alors l'anneau des mains et en prononçant ces mots. « Que guérissent mes jambes et que le roi Nidlur soit étropié. » L'anneau magique fit merveille. De nouveau, Volnur pouvait marcher. Il ligota Bolvin et se prépara à quitter l'île. Il fit signe à un navire qui voguait non loin de l'île et paya son passage en vendant Bolvin au capitaine. « Elle fera une excellente esclave, dit Volnur, en encaissant une petite somme d'argent. » Pendant ce temps, chez Nidul, on festoyait. Le roi buvait en vin et mangeait de la viande que Volnur lui avait donnée. Sa femme, elle, portait fièrement son hermine. Les gemmes de Volnur lui avaient offertes pendaient à son cou et la brochure ornait sa coiffure. Il buvait et riait quand Volnur fit l'entrée dans la salle du banquet. « Que fais-tu ici, Volnur » gronda le roi. « Comment peux-tu marcher » s'inquiéta la reine. « Tu serais plus avisé, Nidul, si tu me demandais où sont tes enfants. » Le roi et la reine pâlirent. « Que veux-tu dire, Volnur » balbutia le roi. « Finis de boire et de manger, Nidul, et promets-moi de ne me faire aucun mal. Et quand tu sauras où sont tes enfants, je le jure sur la quille de ton navire, sur le bord de ton bouclier, sur la croupe de ton cheval, sur le fil de ton épée. » Un tel serment ne pouvait être défait sans que les dieux ne se foudroient sur le champ, celui qui les avait prononcés. Le roi jura. Après le festin, Volnur, qui était resté tranquillement assis dans le coin, dit au roi : « Tu veux savoir où sont tes enfants ? Tes fils sont venus chez moi, et avides comme toi, ils ont vu un coffre vide d'immenses richesses. Je les ai décapités sans pitié. Où sont leurs corps ? Cria la femme de Nidul. Avec leurs cheveux, j'ai fait la doublure de cette hermine qui te réchauffe. Avec leurs yeux, ces gemmes qui ornent ta gorge. Et avec leurs dents, j'ai agrémenté cette brochure qui tient ta coiffure. » La reine s'évanouit. Volnur poursuit son énumération, méthodique et précis. Avec leur crâne, j'ai fait les coupes dans lesquelles vous buvez. Avec leur sang, ce vin doux qui t'a enivré. Avec leur chair, cette viande dont tu t'es rassasié. Le roi manqua de défaillir. Il se tenait le ventre et demanda un verre d'eau. « Quant à ta fille, reprit Volnur, je l'ai vendue comme esclave à des guerriers qui embarquaient sur mon île. Voilà les pièces que j'en ai retirées. Toi, qui es insaisissable de richesse. » Et il lui lança au visage de méprisables pièces d'argent. Au même moment, Volnur prononça une parole magique, et l'anneau le transporta dans la vallée du loup gris, où ses 2 frères fêtaient le retour des Valkyries. Elles étaient revenues, n'ayant pu se résoudre à vivre sans leurs époux attentifs et aimables. À la cour, la reine voulait que Nidul se mette à la poursuite de Volnur, mais le roi, pour une fois, fut sage et n'écouta pas sa femme. Le misérable m'a fait jurer sur la quille de mon navire, sur le bord de mon bouclier, sur la croupe de mon cheval, sur le fil de mon épée. Je ne puis rien contre lui, au risque d'être foudroyé sur le champ.
Sa femme s'apprêtait à lui faire d'autres suggestions, mais le roi, irrité, la fit taire et se promit de ne plus jamais prêter l'oreille à ses avis, et de ne prendre dorénavant conseil qu'auprès de son bonnet de nuit.